prévisions pour 2020 sur l'emploi et les recrutements. Narges, tu prends la question, tu veux que je réponde? On appelle un ami, d'accord. Oui, on se doutait un peu que l'on aurait cette question. Enfin, déjà, lorsque, voilà, depuis quelques semaines, on fait ce constat qu'on est dans une période qui est quand même très particulière. On vous présente les chiffres arrêtés au 31 décembre 2019, même si on en avait déjà fait l'annonce à grosse maille au mois de juin. On sait que 2019 est une année plutôt exceptionnelle. Alors à la fois parce que les effectifs restent stables dans l'assurance, et je ne crois pas que tous les secteurs professionnels puissent en dire pareil. Et puis deuxièmement aussi du fait des recrutements qui sont extrêmement importants. Et on a vu que, alors il faut le prendre sans doute comme un signe de bonne santé, parce que le turnover, au fil des années, depuis la crise de 2008, a eu tendance à augmenter. Et donc on va dire que on quitte un CDI pour un autre CDI, mais pour une période d'essai. Et donc j'imagine qu'on prend ce risque-là lorsqu'on est dans un secteur qui se porte bien et dont l'économie est saine. Alors pour essayer et tenter de répondre plus précisément à cette question, la réponse elle est simple, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal. Donc il ne faut pas confondre prévision et prospective, on ne cesse de le répéter à l'Observatoire. Très honnêtement, même toi Narges, qui est data scientist, diplômé de l'ENSAE quand même, voilà, c'est pas inscrit dans nos tablettes, ça ne se calcule pas, parce que ça dépend de tout un tas de facteurs différents, et notamment des intentions de recrutement, de la réalisation réelle des recrutements qui pourront être faits avec les mesures de confinement ou de déconfinement, avec aussi une certaine prudence à conserver. Recruter, un DRH nous disait il y a peu de temps, recruter quelqu'un pour ne pas pouvoir l'intégrer ou ne pas pouvoir le faire travailler, par exemple un commercial commissionné qui ne pourrait pas aller voir ses clients, voilà, on le rémunère comment? Voilà, il y a tout un tas de questions derrière qui sont en suspens. Donc je pense que la prudence commande de ne pas partir sur des paris hasardeux et aléatoires, mais en tant qu'assureur, on devrait bien le savoir. La seule chose que l'on peut dire, c'est que si on regarde ce qui s'est passé en 2008, précédente crise qui était financière, celle-là qui était d'une autre nature et d'une autre ampleur, on avait vu un maintien des effectifs au niveau de la branche professionnelle, mais un moindre turnover qui avait fait que finalement on avait eu moins de recrutement. Ça ne veut pas dire moins de postes, moins d'emplois, loin de là, c'était resté à l'identique, mais on avait vu cette phase de transition et puis progressivement, je le disais tout à l'heure, une remontée des effectifs. Alors, le turnover est calculé en faisant la moyenne des entrées et des sorties de l'année, rapporté à l'effectif total de l'année en cours, donc soit 2019 dans notre cas à nous. Et ces chiffres sont issus de nos bases de données, de l'exploitation de nos bases de données qui couvrent 95% de la profession. On est quasiment à 90% de taux d'accès. Et je rappelle qu'on ne compte pas les stagiaires, mais bien les salariés. C'est-à-dire que quand quelqu'un va plusieurs fois en formation, en moyenne c'est 3-4 fois, enfin, en dehors du contexte particulier de la formation ouverte à distance, on compte bien les salariés qui se forment et non pas les stagiaires. Parce que sinon on pourrait arriver avec un nombre de stagiaires supérieur aux effectifs de la profession. Comme si on formait finalement les personnes qui passent sur le trottoir devant nos compagnies. Donc ça n'est pas le cas. 90% de taux d'accès. Quelle explication? Alors, j'ai peut-être un début d'explication. Tu me diras si on partage ce point de vue. C'est peut-être justement les formations ouvertes à distance qui peuvent, pour partie, peuvent expliquer cet élan et notamment en lien avec la période de confinement où c'est vrai qu'il y a eu des programmes de formation qui ont pu se mettre en place peut-être de manière plus systématique. En revanche, sur l'augmentation de la durée moyenne qui repasse à nouveau cette année la barre des 30 heures, j'ai peut-être une explication. On l'a dit peut-être un peu rapidement dans la présentation, mais vous lirez le ROMA plus à fond. On a une hausse des recrutements commerciaux cette année, c'est la bonne nouvelle, une hausse des recrutements en CDI direct et des commerciaux. On sait que les commerciaux sont des populations qui sont plus fortement consommatrices de formation, ne serait-ce que les fameuses 150 heures légales obligatoire pour disposer de sa carte professionnelle, pour présenter des produits d'assurance. Dans la réalité, on sait aussi qu'on est plutôt sur
200, 300, voire 400 heures de formation dispensées sur les 2-3 premières années d'intégration. C'est peut-être une hypothèse, une piste explicative de cette augmentation. On fait une moyenne de la totalité du nombre de jours travaillés par an. Et ça, je crois qu'il s'agissait d'un peu moins de 25% de salariés concernés. Oui, parce que c'est vrai que c'est un indicateur, on a plein de manières différentes de calculer le taux de télétravail. Alors je ne sais pas si on peut le retrouver facilement, Benoît Serre, qu'on connaît bien dans la profession, parce qu'il a été DRH de la Massif pendant quelques années, et il est vice-président de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, passé il y a un peu plus d'une semaine sur BFM TV, et puis justement analyser un peu ce qui se passait par rapport au sujet du télétravail. Et avant le confinement, la moyenne nationale, tout secteur d'activité confondu, tournait aux alentours de 15%. On est d'ailleurs revenu, depuis la sortie de confinement, sur des valeurs qui sont à peu près de cet ordre-là, aux alentours de 15%. Pendant la période de télétravail, ce taux est monté à 40-50%. Là encore, tout secteur d'activité confondu, y compris par exemple dans le BTP, où on conçoit qu'il est plus difficile de construire un mur en télétravail que de régler un dossier sinistre. Et donc, selon la nature des activités et des métiers, bien évidemment, c'est praticable ou pas. Dans le secteur de l'assurance, bien évidemment, et dans les métiers du tertiaire, ça a été plus largement utilisé. Donc, Benoît, lui, disait qu'on était un peu en retard dans l'assurance. Pour autant, là, on a des chiffres qui ont tendance à nous démontrer le contraire. C'est un indicateur qu'on a introduit il y a 3 ans dans notre enquête. Et puis on voyait il y a 3 ans, donc tu me corriges si ma mémoire me défaille, on était un peu moins de 12% de taux de télétravailleurs en 2017. En 2018, on en enregistrait déjà 17%. Et puis les chiffres au 31 décembre 2019 sont un peu moins de 25%, un peu moins d'un quart. Donc on fait mieux déjà que la moyenne nationale. Et puis là, on peut imaginer qu'avec l'expérience générale que l'on vient de vivre, ce sont des modalités qui vont continuer à se développer. Oui, ça fait partie des indicateurs que l'on peut calculer, que l'on suit d'une manière plus large et en dehors du chapitre que l'on a réinséré dans le ROMA cette année, partie des indicateurs que l'on peut suivre. On parle de mobilité fonctionnelle lorsqu'il y a un changement de famille ou de sous-famille de métier, mais on peut aussi affiner nos calculs par rapport à un changement de classification, par rapport au fait de changer, de devenir encadrant ou de ne plus être encadrant, puisqu'on a une variable distincte sur le fait d'être manager ou non manager d'équipe. Donc ça fait partie des indices où on peut imaginer qu'il y a une révision finalement d'un contenu de poste qui peut correspondre à une mobilité fonctionnelle. Mais sur la directive, sur la distribution d'assurance et cette obligation minimale d'allouer au moins 15 heures de formation pour les personnes qui présentent des opérations d'assurance, non, très honnêtement. Donc on ne peut pas mesurer l'impact, il y en a très vraisemblablement un, c'est fort probable. Peut-être d'ailleurs, on posait l'hypothèse cette augmentation de la durée moyenne proviennent du recrutement des commerciaux. Je ne sais pas s'il faut faire le lien aussi avec l'EDA, même si elle est à 15 heures, mais ça peut être aussi un complément qui facilite ce passage au-dessus des 30 heures en moyenne par salarié dans l'année. Peut-être une hypothèse complémentaire à la première. On n'est pas allé dans l'exhaustivité des calculs et de l'exploitation de notre base de données sur ce sujet-là. La réponse est oui. Nous prenons en compte toutes les formations suivies par les salariés des sociétés d'assurance de manière quasi exhaustive et quels que soient leurs critères de distinction dans les obligations obligatoires, non obligatoires et quels que soient les domaines de formation. En 2019, sur la totalité des salariés formés, 16% n'ont bénéficié que de FOAD. Donc le complément, 84% des personnes formées sont allées au moins une fois suivre une formation en présentiel.